détour par ce chant, car il invite à la liberté, il résonne comme une contestation, celle qui manquerait à la démocratie actuelle, comme vous l'écrivez. Et pour moi, c'est une contestation de la langue établie, c'est une contestation du savoir. Léris, dans l'âge d'homme, fait l'apologie de l'analphabétisme. Il écrit que l'analphabétisme n'est pas l'ennemi du langage. Il peut être compris non pas comme l'état sauvage ou infantile de la parole poétique, mais comme sa maturité, sa sagesse philosophique et enfantine, on y revient de nouveau, son état de grâce, et c'est-à-dire son libre jeu. L'histoire a donc ce champ de possible, ce terrain de jeu libre face à elle. Elle doit se créer sa langue propre. Et comme tout acte de création, on parlera évidemment d'acte de résistance. Et elle n'est pas la première à devoir s'inventer une langue. Elle n'est pas la première à devoir s'inventer une langue pour survivre. Je vais terminer mon exposé par l'évocation de 3 écrivains qui ont dû s'inventer une langue. Là, ce sont des propositions archi-connues, j'en conviens. Plusieurs auteurs d'Europe centrale, de langue allemande, se sont retrouvés dans cette situation, s'inventer une langue. 2 auteurs dont j'ai déjà parlé, Rilke et Benjamin, et évidemment Kafka. Rilke, qui considérait le monde autrichien comme un compromis superficiel, et il y en a eu d'autres dans l'histoire des nations européennes, de compromis superficiels. Et donc il a failli abandonner plusieurs fois l'allemand. Et donc son issue, ça a été de revendiquer une langue poétique construite en dehors de tout souvenir linguistique, voire en l'opprimant. Et donc il a appréhendé sa langue comme un objet étranger, comme un matériau poétique rebelle. Et donc c'est comme ça qu'il a pu rester poète de langue allemande, à ce prix-là. Benjamin et Kafka, c'est un petit peu différent, tous les deux d'origine juive, comme vous le savez, vivaient au milieu de 3 impossibilités. L'impossibilité de ne pas écrire, ils devaient se libérer, l'impossibilité d'écrire en allemand, la langue de l'oppresseur, et puis l'impossibilité d'écrire autrement qu'en allemand, car il n'existait pour eux pas d'autres langues disponibles, le yiddish représentant pour eux la langue de la bourgeoisie juive dans laquelle ils ne se retrouvaient absolument plus. Ils étaient donc étrangers dans leur propre langue. Alors qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire? Ils ont choisi de l'intensifier afin de la dépouiller de ses significations. Ça, c'est la thèse de la littérature mineure développée par Deleuze et Guattari. Intensifier la langue, c'est exactement ce que propose Adorno quand il parle de l'essai, comme étant un exercice où plus la pensée serait resserrée, plus elle serait féconde. Benjamin, Kafka et Rilke avaient donc l'écriture en sursis. Et j'ai interprété votre texte comme si vous disiez quelque part que l'histoire aussi était en sursis, plutôt que finie ou clôturée. Merci. Merci Julie pour ce beau voyage à travers un texte. Je citerai de ce même texte ici présent Jacques Rancière. Il y a plusieurs manières de voyager. Et voilà, c'était une des manières à traverser ce texte. Avant d'inviter Leonardo, notre ami de Zagreb, qui nous a tous découvert ce texte, qui maintenant circule, je voudrais lire quelques passages de texte même pour aussi démontrer quel voyage nous avons fait en partant de ce texte et pour arriver à ce genre de l'exposition et à ce genre de finalement rapport à notre histoire commune. Je commencerai par un très beau passage que j'ai mis récemment dans un autre texte édité en langue serbo-croate. J'appelle poétique, à l'inverse, un discours sans position de légitimité et sans destinataire spécifique, qui suppose qu'il n'y a pas seulement un effet à produire, mais qui implique un rapport à une vérité, et à une vérité qui n'a pas de langue propre. J'essaye de penser cela. L'histoire, pour avoir un statut de vérité, doit passer par une poétique. Et comme celle-ci n'est pas constituée, le discours historique doit se donner sa propre poétique. Ça, c'est le passage numéro 1 que je voudrais partager avec vous ce soir. Deuxième, c'est « J'ai affaire à un univers du douteux
que je traite comme tel, ce qui n'est pas du relativisme. Il y a un certain nombre de discours qui sont classés dans la rubrique des sciences. Certains leur refusent cette qualité au nom de critères poppériens ou autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les modes de discours par lesquels se soutient ce statut d'une science qui a tout le temps à prouver qu'il est vraiment une science. Cela ne peut être affaire d'épistémologie, ou bien on dit qu'il n'y a là qu'une rhétorique, ou bien on dit qu'il y a quelque chose qui est plus qu'une rhétorique sans être une épistémologie. C'est ça que j'appelle une poétique. J'essaie de rendre sensible le mode de vérité que le discours historique doit se donner en dehors de toute question d'exactitude des procédures de vérification. L'histoire a besoin d'autre chose, un corps de vérité pour ses mots. Mais elle ne se le donne pas sur le mode réflexif, elle se le donne dans la texture même du récit. Voilà, ça c'est le deuxième passage. Et le troisième, que je voudrais pour ce soir partager, il y a plusieurs manières de voyager, il y a plusieurs manières de revenir de voyage. Dans le voyage gauchiste, je pense qu'il y a quelque chose de fort qui a consisté à dire tous ces mots-là, ouvriers, usines, prolétariat, etc., doivent vouloir dire quelque chose. Il y a un lieu où l'on doit vérifier que cela veut dire, en quel corps cela consiste. Le voyage a été important pour défaire les incarnations, au nom d'autres incarnations d'abord, mais dans la mesure où celles-ci ont été décevantes et que là où il devait y avoir le vrai corps, il n'y avait pas le vrai corps. L'expérience pouvait être profitable. Le tout était de savoir ce qu'on en faisait. On pouvait faire le bilan sur le mode d'un empirisme raisonnable, on pouvait en faire l'arme d'une dénonciation politique disant que tous ces corps de subjectivisation sont faux et qu'il faut en revenir au seul vrai corps politique ou bien au vrai corps de la science. On intégrait l'expérience dans une grande odyssée au rabais de l'expérience. Ce qui m'a intéressé a été la tentative d'inventer des formes du savoir qui gardent la mémoire du voyage comme voyage, en particulier de ce moment de passage où l'incorporation est déniée et où on en cherche une autre. On tient sur le fait que prolétariat est un mot qui a son poids de vérité, même si son corps ne se trouve nulle part. La vérité du mot est d'être un intervalle entre plusieurs corps, une traversée singulière des désignations et des savoirs, des multiples manières dont des mots se tissent à des choses et des savoirs, des multiples manières dont des mots se tissent à des choses et à des actes. Voilà, je voudrais passer, je vais encore prendre la parole, je voudrais demander à Leonardo Kovacevic qui a traduit ce beau texte en croate serbe pour nous dire comment il a découvert, comment il a... pourquoi il a... C'était un des premiers textes que vous l'avez traduit de Jacques. Après, il a traduit Maître ignorant, il a traduit d'autres choses, il vous en dira, puisqu'il est en train de traduire aussi d'autres choses, mais je lui cède la parole, déjà avec cette question. Donc, ce texte, vous l'avez découvert quand, et voilà, comment c'était ce voyage à travers ce texte pour vous. Merci, j'essaierai de parler en français, mais la seule chose que je prononce, c'est beaucoup des erreurs grammatiques et les autres. Alors, à l'époque, quand j'ai découvert le livre, le texte poétique de Sauveur, je m'occupais beaucoup avec Michel de Certeau. Et après, j'ai découvert la référence à Certeau dans le livre Les mots de l'histoire, Jacques, livre que j'avais lu première. Et puis, j'ai accroché si fort à ce livre. Et une fois, j'ai typé le mot poétique de savoir dans le Google et j'ai trouvé ce texte poétique de savoir qui était à première vue pour moi vraiment formidable, qui est encore une synthèse formidable
œuvre de Jacques. Il couvre presque tous les champs dont Jacques s'occupe. Et c'était vraiment beau. Et comme il est le cas avec tout le texte de Jacques, quand on lit quelques textes de Jacques, il y a ce sentiment d'impuissance. Embêtant. Oui, bon, je vais expliquer ça. Il y a un sentiment de